Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'ouverture à Kinshasa du procès de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est inculpé de 8 crimes graves, dont haute trahison. Nous irons sur place dès le début de ce journal. Une réorganisation à la tête de l'appareil sécuritaire tchadien dans un contexte de recrudescence des violences, des braquages et des tensions intracommunautaires, alors que l'efficacité des forces de sécurité est régulièrement remise en question. Yambo Ouleghem, un génie de la littérature africaine et premier écrivain noir à remporter le prestigieux prix Renaudot en 1968, est aujourd'hui au cœur d'un documentaire bouleversant. Yambo Ouleghem, la blessure, signé par notre confrère Kalidoussi, qui revient sur l'ascension fulgurante puis la chute brutale de cet auteur malien accusé de plagiat et tombé dans l'oubli. Le film a d'ailleurs été sélectionné dans 2 catégories au FESPACO et il éclaire les zones d'ombre d'un destin hors norme. On commence ce journal par le procès de l'ancien président Joseph Kabila qui s'est ouvert à Kinshasa ce vendredi. Il est inculpé de 8 crimes graves, dont de haute trahison et participation à une insurrection armée. Emmett Livingstone, depuis la capitale congolaise, nous en dit plus. Il s'agit d'une affaire judiciaire sans précédent en République démocratique du Congo. Vendredi, la haute cour militaire a ouvert un procès pour trahison par contumace de l'ancien président du pays, Joseph Kabila. Kabila a dirigé la RDC pendant 18 ans à la tête d'une administration accusée de corruption massive et de nombreuses violations de droits de l'homme. Mais en 2019, il a cédé le pouvoir au président actuel, Félix Tshisekedi, lors de la première transition pacifique du pays. Kabila est initialement resté discret, mais dans les cercles dirigeants, on craignait toujours qu'il n'ait pas vraiment quitté la politique. Puis, en mai de cette année, le tournant est arrivé. Après être resté à l'étranger pendant des années, l'ex-chef d'État est rentré au pays, se rendant dans la ville de Goma, qui est occupée depuis janvier par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Le même mois, l'Assemblée nationale congolaise a voté la levée de son immunité. Vendredi, le tribunal militaire a lu les charges retenues contre l'ancien président, qui inclut la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel, crimes contre la paix, entre autres. La trahison est passible de la peine de mort au Congo. Kabila a qualifié la procédure judiciaire d'instrument d'oppression d'une dictature, mais l'ancien président n'est pas particulièrement populaire au Congo et l'affaire judiciaire semble largement soutenue. Le vice-ministre congolais de la Justice s'est présenté au tribunal vendredi où il a déclaré aux journalistes que la justice ne négocie pas. Cependant, les faits de l'affaire n'ont pas été examinés. Les avocats de la partie civile ayant demandé plus de temps pour étudier le dossier. Aucun avocat de la défense n'était présent ce matin. Une autre audience est prévue la semaine prochaine. On passe au Tchad où une vague de nominations a été opérée à la tête de plusieurs structures sécuritaires. 5 décrets signés mercredi soir modifient en profondeur la direction de la police, de la gendarmerie, du renseignement et de la garde nomade et de l'Agence nationale des titres sécurisés. Une réorganisation qui intervient dans un contexte de recrudescence des violences, des braquages et des tensions communautaires, alors que l'efficacité des forces de sécurité est régulièrement remise en question. Ghislaine Alataroum. 5 textes publiés simultanément redessinent les hautes sphères de la sécurité intérieure au Tchad. Police, gendarmerie, garde nomade, renseignement et administration des titres officiels. À la tête de la puissante direction générale des renseignements et d'investigation des GRI, c'est désormais le général de brigade Ibrahim Irig Adam Haroun qui prend les commandes. Il est décrit comme un fidèle du cercle restreint du pouvoir et un habitué de la DGRI. Homme de confiance de Mahamad Idriss Déby Itno, leur collaboration remonte à l'époque du maréchal Déby, le père de l'actuel président. Les 2 hommes ont travaillé ensemble au sein de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, la DGCE, le corps d'élite de l'armée tchadienne. Ibrahim Irig Adam Haroun sera épaulé dans sa nouvelle fonction par le contrôleur de police Souleymane Abdoulaye Tahir. Leur mission, assurer la sécurité territoriale dans un contexte de conflit croissant. À la gendarmerie nationale, le général Dido Mahamataga succède à Saleh Touma Ouno. Ancien directeur de l'école de gendarmerie, il est reconnu pour sa participation à plusieurs missions de sécurité à l'échelle nationale.
Qu'il s'agisse de la police nationale, de la garde nomade, des renseignements ou encore de l'administration des titres officiels, les nouveaux responsables partagent 2 points communs. Leur proximité avec le régime de Mahamat Idriss Déby Itno et leur expérience du terrain acquise lors de grandes opérations militaires. Tout l'enjeu est de savoir si les efforts convergeront vers un renforcement de la confiance sociale dans un pays marqué par la montée du terrorisme et du crime organisé et où l'efficacité des forces de l'ordre suscite de nombreuses interrogations. Et ça fait 2 ans que le président nigérian élu, Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État, est emprisonné avec son épouse. Le Niger reste dirigé par le général Abdourahmane Tiani et sa junte militaire. Malgré la promesse initiale de rendre le pouvoir aux civils, les partis politiques ont été dissous. Sur le terrain, le pays fait face à des attaques djihadistes répétées et une grave crise économique qui alimente la grogne sociale. Et on passe à la culture avec un invité de premier choix ce soir, un visage familier de notre chaîne qui a décidé d'éclairer un personnage tombé dans l'oubli. Khalidou Sy, notre confrère et journaliste, et il a produit un documentaire bouleversant sur un génie de la littérature africaine, premier écrivain noir à remporter le prestigieux prix Renaudot en 1968. Après avoir été porté au nu par le Landerneau littéraire parisien, il va être accusé de plagiat. Puis rentrer au Mali. Khalidou Sy, bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. Merci Fatimata. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, Yambo Ologem est un grand écrivain tombé dans l'oubli il y a bien longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que vous soyez intéressé à lui à la faveur d'un texte plutôt politique. Vous avez participé à un ouvrage collectif, La France-Afrique, l'Empire qui ne veut pas mourir aux éditions du Seuil. C'était en 2020. Racontez-nous. Exactement, c'était en 2020, en décembre 2020 plus exactement. On m'a contacté pour participer à cet ouvrage qui est assez politique et on m'a contacté pour écrire le chapitre écrivain et intellectuel contre la France-Afrique. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs écrivains ou cinéastes qui étaient connus, comme Amadou Kourouma, Amadou Hampâté-Bâ, Ousmane Sembène ou Med Ondo. Il y avait un nom dont j'avais jamais entendu parler, c'est Yambo Ologem. J'ai fait des recherches, j'ai vu son destin incroyable, son histoire incroyable, et je me suis dit que ça ne pouvait pas rester un bout de chapitre d'un livre et qu'il fallait en faire un documentaire, et c'est là que l'aventure a commencé. Et alors, en enquêtant sur sa vie, qu'avez-vous découvert sur lui, à Sévaré notamment, là où il a habité, où il s'est retiré après le scandale? En fait, ce qui m'a motivé à faire ce documentaire, c'est qu'on connaît beaucoup de choses du Yambo français parce qu'il y a beaucoup d'archives. Et à l'époque, il était invité dans toutes les chaînes de télévision, mais on ne connaissait rien du Yambo malien. Il est rentré définitivement en 1976. Il y a eu plusieurs rumeurs qui ont dit que c'est devenu un islamiste, c'est devenu une personne très radicale. Et finalement, je me suis rendu compte quand il est rentré au Mali, en parlant avec sa veuve, les gens de sa famille, ses amis, qu'il est rentré complètement détruit par cette accusation de plagiat, qu'il n'avait pas d'amis, il ne croyait plus en l'amitié. Ses journées se résumaient à la prière, la maison, parce qu'il est devenu musulman pratiquant, et il y a une blessure qui a été créée à cause de cette accusation de plagiat. Cette blessure, j'aimerais qu'on entende d'ailleurs un extrait de votre documentaire pour comprendre un peu la nature de cette blessure profonde de Yambo Ologem, et on en parle juste après. Je suis, disons, tamashek ou bien chinois. J'ai dit, mais vous êtes bien malheureux. Hein? Vous ne savez pas que vous êtes malheureux d'être noir, Dieu n'a pas besoin de vous. Si vous étiez blanc, ce serait mieux pour vous. Est-ce qu'il y a plus lâche qu'un Français qui est obligé d'appeler le monde entier à son secours pour libérer sa patrie? Il ne peut pas se battre pour sa propre patrie. Vous avez appris dans Corneille quand même l'histoire du Cid? Hein? Rodrigue a vengé son père qui était offensé. Mais est-ce qu'il a appelé une guerre mondiale? Non. Mais le Français, lâche qu'il est, aime le monde. Il n'aime pas mourir. Il faut que le noir meure à sa place. Mais maintenant, quand le noir meurt à sa place, le merci au noir là, c'est inventer un focard qui fait des coups d'état en pareil au noir. On entend un Yambo Ologem remonter contre la France, assez amer. Peut-être revenir un petit peu en arrière et nous expliquer les accusations de plagiat. On nourrit peut-être ce sentiment de ressentiment finalement qu'il a développé. Qu'en pensez-vous? Alors, on est en 68, donc Yambo Ologem écrit Le devoir de violence. C'est un livre qui est très politique et qui a fait polémique à l'époque, plus côté africain que côté français, parce qu'à l'époque, il racontait dans son livre qu'avant la colonisation française, il existait entre Africains et il y a eu 3 vagues de colonisation, arabo-berbère,
entre Africains, puis la colonisation européenne. Donc ce livre, il a fait polémique en Afrique, mais en Europe, au contraire, il a été plébiscité, il a eu le prix Renaudot, son livre a été imprimé à 40 000 exemplaires, puis 80 000. Il a été invité dans toutes les chaînes de télévision par François Giroud, il a été dans les plus grands restaurants, il a été invité par Pompidou, j'ai retrouvé ça. Il a été même à New York, où il a rencontré Mohamed Ali. Absolument. Donc 4 ans après, tout est parti des États-Unis et d'Angleterre. C'est la revue littéraire du Times, le magazine Times. Un étudiant zambien, australien qui se trouvait en Zambie, a vu des similitudes entre Le Devoir de violence et It's a Battlefield. C'est un roman de Graham Greene, un best-seller de l'auteur britannique. Puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il s'est inspiré de Schwartzbart, de Maupassant, etc. André, et très peu défendu par son éditeur. Et lui aussi, c'est très mal ou très peu défendu. Et comment on explique ça? Parce que c'était quelqu'un qui était fier, Yombo Ologem. Quelqu'un qui était hautain à sa manière et qui avait un talent certain. Mais il s'est dit que moi, tout Yombo Ologem, que je suis un auteur brillant, intelligent, qu'on m'accuse de plagiat, pour moi, c'est un blasphème, c'est un sacrilège. Donc, j'ai même pas à vous prouver que je sais écrire. Et ben, vous savez quoi? Vous ne me méritez pas. Je vais rentrer chez moi, au Mali, et je vais plus jamais écrire. Et alors, on le voit dans ce documentaire. Néanmoins, son retour est un retour forcé. Il ne l'a pas choisi. Il va mettre plusieurs années il va disparaître totalement, ne jamais s'exprimer en plus, ne plus écrire surtout. Il va arrêter d'écrire. Mais là, justement, dans le documentaire, moi, j'avais le même avec vous. Je pensais qu'il était rentré, c'était pas choisi. Eh ben non. J'ai parlé avec des cousins, des amis qui ont dit que c'était un retour voulu. C'est lui qui a choisi de rentrer parce qu'on ne voulait plus de lui, c'est vrai. Mais il a choisi de rentrer parce qu'il aurait pu rentrer au Mali et continuer à écrire. Mais non. Il a voulu tout couper avec l'Occident, ne plus écrire, et c'est allé jusqu'à l'extrême. Il a empêché, par exemple, ses enfants à aller dans des écoles françaises. On le voit dans le documentaire, vous montrez qu'il ne voulait pas qu'ils étudient le français, parce qu'il a cette blessure, finalement, qu'il a transposée contre la France. Finalement, ce livre, Le Devoir de violence, que j'imagine vous avez dû vous replonger dedans à la faveur de ce documentaire, qu'est-ce que vous en gardez? J'en garde un livre qui est à l'image de Yombo, un livre complexe, un livre passionnant, violent, un livre qui est provocateur. Et pour moi, c'est une œuvre. C'est une œuvre qui doit être à la même table des plus grandes œuvres africaines littéraires ou des plus grandes œuvres littéraires tout court. Mais en fait, j'ai fait ce documentaire pour que Yombo Ologem et Le Devoir de violence soient à la même table des plus grands livres, parce qu'il a disparu, en fait. Il a été effacé de l'histoire et c'est pas normal. Et il a été réédité récemment, d'ailleurs, en 2018. Et alors, évidemment, la réédition de ce livre, mais aussi le succès du Goncourt de Mohamed Mbougar Sarr, qui s'inspire de cette histoire-là, parce que je sais, pour connaître un petit peu Mohamed Mbougar Sarr, qu'il a été particulièrement, lui aussi, comme vous, impressionné par le parcours de cet homme et de cette œuvre. Et il le prend un peu comme figure mythique qu'il suit dans le livre. On invite d'ailleurs les gens à lire, s'ils n'ont pas lu, La plus secrète mémoire des hommes. Est-ce que vous pensez qu'entre votre documentaire et son livre à Mohamed Mbougar Sarr, qu'on assiste à une réhabilitation posthume de Yombo Ologem? Eh ben, la réhabilitation, elle a commencé dans les années 90 déjà. Il y a eu la réédition du Devoir de violence par Pierre Astier. Ensuite, il y a eu un film d'un réalisateur malien qui s'appelle Moussa Wan. C'est de là que viennent les images de Yombo Ologem. Il y a eu Les 1001 Bibles du sexe. Une autre facette de Yombo, c'est un livre érotique à la manière d'un Sade qui a été réédité en 2015, mais à chaque fois, il est retombé dans l'oubli. Oui. Donc moi, ce que je voulais, c'était, avec mon documentaire, que Yombo Ologem reste dans le débat comme l'un des plus grands écrivains africains, ou non, mais qu'il soit au moins dans le débat. Je ne veux pas qu'on adule Yombo Ologem, mais au moins qu'il reste dans le débat, parce que je trouve que ça a été injuste qu'il soit effacé de l'histoire. Et d'ailleurs, ce livre est disponible à présent, et le documentaire visible chez nos confrères de TV5 Monde Afrique ce dimanche. Ce dimanche. Voilà, il sera en ligne également. Et il sera en ligne également. Merci beaucoup Khalid Doussi pour ce travail exceptionnel. Vous allez voir, ce documentaire est très émouvant et vaut vraiment d'être regardé. Merci beaucoup. Merci Fatimata. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, de Dakar à Bamako, en passant par Paris. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24. Merci. Tous les jours sur France 24, retrouvez 5 rendez-vous d'information accessibles aux sourds et malentendants. À 7h, dans À la Une. Washington demande au chef du Kremlin, je cite, d'arrêter de se mêler de l'élection américaine. À 13h, dans Paris Direct.
forte. Les inégalités se sont encore creusées ces dernières années. La pauvreté reste massive. À 18h, au cœur de l'info. La Russie a dit ne pas exclure de viser les éventuels instructeurs militaires français en Ukraine. À 22h45, avec le Journal de l'Afrique. Les crises des déplacés sont les plus négligées au monde, sont sur le continent africain. Et le week-end à 10h, dans Paris Direct. Plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens ont de nouveau manifesté hier soir à Tel Aviv. Vos éditions sous-titrées pour faire le tour de l'info. 5 rendez-vous pour tous et pour tout comprendre, du lundi au dimanche sur France 24 et France24.com.